Chers collègues, mesdames et messieurs, je parlerai dans le fil des précédents orateurs, notamment de M. Blum, du président Mansour, et de Jacques Lang, qui fut pas seulement un grand ministre de la Culture, mais qui fut un trop bref ministre de l'Éducation, et avec qui nous avions projeté, durant ce bref séjour, un certain nombre de réformes importantes. Et je veux dire aussi remercier de sa collaboration le professeur Sabah Abouessalam, qui se trouve de plus être ma compagne, et qui elle-même, traitant des problèmes urbains, s'est rendu compte très rapidement que ce sont des problèmes qui nécessitent la compétence de plusieurs disciplines et qui ne peuvent pas être traités de façon close uniquement par des urbanistes et des administrateurs, et donc avec qui nous avons travaillé de concert. Chers amis, nous sommes ici à Genève, la ville de Jean-Jacques Rousseau, auteur d'un livre mémorable sur l'éducation, et où le percepteur parle en disant, en faisant allusion à son élève, « Je veux lui enseigner à vivre ». Bien entendu, on ne peut pas enseigner à vivre comme à travers des recettes de cuisine. On peut aider par l'enseignement les gens à vivre, c'est-à-dire à essayer de réaliser leurs aspirations, à essayer de trouver l'autonomie de leurs pensées, à essayer de vivre tout en étant autonome dans la solidarité et à affronter les grandes difficultés, les grands problèmes de la vie. Or, quand nous pensons à ces grands problèmes, nous nous rendons compte qu'ils nécessitent, pour être conçus, la collaboration de plusieurs savoirs, de plusieurs disciplines, qui malheureusement, dans nos enseignements, restent séparées, compartimentées et non communicantes. Et c'est ça qui est un défi énorme. Par exemple, prenez le problème si constant dans la vie, parce que la vie, ce n'est pas seulement une compétence professionnelle, c'est affronter dans tous les domaines, que ce soit personnel, civique, social, politique, la question de l'erreur et de l'illusion. C'est un énorme problème humain que d'erreurs commises, que pas seulement par des chefs d'État qui, en décidant d'une guerre sûre de la victoire, ont finalement été victimes d'une défaite, que d'erreurs faisons-nous dans la vie professionnelle, dans nos relations, dans le choix d'un conjoint. Autrement dit, ce problème de l'erreur et de l'illusion, qui est un problème de la connaissance, n'est jamais enseigné. Et je dirais le problème de la compréhension d'autrui, si important à notre époque, là aussi, enseigné. Ceci pour vous dire que quelques exemples, et tous ces problèmes nécessitent de faire converger des savoirs venus de différentes disciplines. Et c'est-à-dire que l'hyperspécialisation, en fait, produit un nouveau type d'ignorance. On est très compétent dans un petit domaine, mais ce domaine est clos. Et malheureusement, dans la vie, vous savez que tout est contextualisé. Un mot ne prend son sens que dans la phrase. Une phrase ne prend son sens que dans un discours. Tout doit être mis dans son contexte. Donc, inscrire l'objet de la connaissance dans cet ensemble. C'est pourquoi je pense que nous avons, quand je parle de ces grands problèmes appellent nécessairement la polydisciplinarité, que ce soit sous forme interdisciplinaire de collaboration entre différents spécialistes, ou bien de transdisciplinarité, c'est-à-dire où un même esprit va chercher dans les disciplines des savoirs différents. Pour vous parler de mon expérience personnelle, mon premier livre important de recherche qui s'appelle « L'homme et la mort », ça m'a obligé de chercher
pour comprendre les réactions humaines devant la mort, pas seulement dans la préhistoire où déjà il y a des sépultures, il y a des cultes rendus aux morts, mais dans les religions, dans les cultures, dans la psychologie, dans les psychanalyses, dans la biologie, etc. Donc, voilà un peu le problème essentiel. Bien entendu, nous avons formulé, notamment dans le livre que l'UNESCO m'avait demandé, qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation », un certain nombre de propositions. Mais ici, je vais me limiter à quelques cas que je souhaiterais qu'on puisse songer à les introduire dans les programmes. Je ne traite pas de tous les problèmes si multiples et si importants d'éducation, mais de ces notions qui sont très importantes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'erreur et de l'illusion. Pourquoi ? Parce que nous savons maintenant, grâce aux sciences cognitives, mais nous le savions déjà grâce au philosophe Kant, que toute connaissance, même une simple perception visuelle, est le produit d'une traduction de stimuli extérieurs par un code binaire dans un nerf optique, d'une reconstruction cérébrale et dans d'autres représentations. Et que ce n'est pas une photographie de la réalité, puisque en fait, chaque personne qui se trouve au fond de cette pièce est petite à ma rétine, alors que mon voisin est très grand, mais ce mécanisme qu'on appelle la constance perceptive rétablit l'unité de dimension de tous. Autrement dit, dès la perception, nous pouvons nous tromper, surtout si cette perception est liée à une émotion, un accident d'automobile. Nous voyons que les témoignages ne sont pas les mêmes. Et puis la transmission, nous avons appris depuis Shannon, sa théorie de la communication, le risque d'erreur dans la transmission d'une information d'un émetteur à un récepteur. Nous savons que des visions unilatérales ou réductrices mutilent la connaissance et sont capables de créer des erreurs innombrables. Donc nous sommes toujours prisonniers de l'interprétation à travers non seulement nos perceptions, à travers nos mots, à travers notre langage, à travers nos théories, à travers nos philosophies. Et je pense qu'il est très important d'enseigner, d'inscrire la connaissance, surtout que notre enseignement donne des connaissances sans jamais enseigner ce qu'est la connaissance et ses risques et ses possibilités. Donc, voilà un point qui me semble extrêmement important. La deuxième chose, c'est la compréhension. Il est certain que nous sommes dans une époque où, en dépit de la multiplication des communications de toutes sortes, que ce soit par notre iPhone ou par des différents Internets, il n'y a aucun progrès dans la compréhension entre les peuples, entre les cultures. Nous voyons au contraire aggravation des incompréhensions. Donc ce ne sont pas les moyens techniques qui suffisent à créer de la compréhension. Il faut enseigner la compréhension d'autrui, c'est-à-dire enseigner que autrui est à la fois semblable à soi par son humanité, sa capacité de joie, de souffrance, de tristesse, d'amour, et en même temps qu'il est différent par son caractère, par ses croyances, par sa culture. Enseigner cette compréhension, c'est-à-dire de ne pas exiger que l'autre soit comme soi, et ne pas penser que l'autre est un étranger qui n'a rien à voir avec ça. C'est une éducation fondamentale. Et vous savez que pour enseigner la compréhension, il faut faire appel à des psychologies, à des psychanalyses, à une science de la culture. Et c'est une chose qui aujourd'hui est non seulement nécessaire pour communiquer entre nous qui sommes issus, tous chacun de cultures différentes, mais c'est nécessaire parfois dans une même famille, dans un même atelier. Les enfants et les parents ne se comprennent pas, des époux se séparent parce qu'ils ne se comprennent pas. Il y a des carences énormes dans la compréhension humaine. Est-ce que ça ne serait pas vital d'inscrire ce problème dans nos programmes ? Il y a
un troisième point que je voudrais indiquer, c'est la capacité d'affronter les incertitudes. On nous enseigne beaucoup de certitudes, mais on ne nous enseigne pas que, et des restes, les plus grands progrès de la science sont des progrès qui se font où des nouvelles certitudes font apparaître de grandes incertitudes sur l'univers, sur la vie, sur tous les différents points. Mais surtout, ce n'est pas seulement que nous sommes dans une époque incertaine de l'humanité dont l'avenir peut se présenter soit sous un avenir riant de progrès, soit sous un avenir catastrophique de désastres et de maux divers. Mais nous sommes donc dans cette incertitude collective, mais en plus, chacun, quand il naît, la seule certitude qu'il a, c'est qu'il mourra, mais il ne sait même pas quand, il ne sait même pas pourquoi. Notre vie est sans arrêt affrontée aux incertitudes. Et là aussi, je pense qu'une éducation qui permet d'affronter courageusement les incertitudes est tout à fait nécessaire. Alors, il y a aussi, on a parlé de l'aspect fondamental de l'humain. Et ça a été dit par Jacques Lang, ça a été dit par d'autres orateurs, et c'est vrai que c'est un point fondamental. Mais alors, là aussi, il faut préciser deux choses. La première, c'est que il faut considérer à la fois l'unité et la diversité de l'humain. Car l'erreur est dans une pensée binaire et disjonctive qui ne voit que l'unité humaine et qui ignore des diversités. Il est évident que cette vision abstraite nous rend aveugles aux richesses des différentes cultures en langage, poésie, musique, art, etc. C'est-à-dire que, certainement, il y a une unité humaine, il y a une unité génétique, il y a une unité cérébrale, il y a une unité physiologique, il y a une unité anatomique, mais en même temps, nous sommes tous différents par le visage, par le caractère, par la culture. Le problème, le merveille de l'humanité, c'est qu'elle a produit une diversité inouïe de cultures. Et le désastre de l'humanité, c'est qu'elle est en train de détruire cette diversité par une homogénéisation venue de l'Occident. Et c'est une chose très importante que de dire, que d'enseigner dès les petites classes que le trésor de l'unité humaine, c'est la diversité humaine, et que le trésor de la diversité humaine, c'est l'unité humaine. Donc, c'est un point très important. Et alors, j'arrive à un deuxième qui me stupéfie toujours. L'humain. Nulle part, on enseigne qu'est-ce que c'est qu'être humain. Alors, si vous voulez, d'ailleurs, c'est le philosophe Heidegger qui dit « Jamais on a su autant de choses sur l'humain et jamais on a aussi peu su ce que c'est l'homme. » Et c'est vrai, nous avons appris des choses extraordinaires sur l'hominisation, comment nous avons des ancêtres bipèdes qui se sont formés dans les forêts tropicales du Tchad il y a 6 millions d'années. Nous avons des données sur les cultures les plus diverses. Nous avons des données de psychologie. Et en même temps, pourquoi ? Mais parce que toutes ces connaissances sont morcelées, sont séparées les unes des autres. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'humain ? C'est très difficile, parce que l'humain, c'est évidemment un individu, mais cet individu, en même temps, c'est une parcelle, un moment d'une société, qui est la société humaine, et cet individu, en même temps, est une parcelle et un moment d'une espèce, qui est l'espèce humaine, et que ces trois notions ne sont pas juxtaposables, puisque pour que l'espèce continue, il faut que des individus s'accouplent. Pour que la société existe, il faut que des individus interagissent. C'est-à-dire que cette réalité humaine complexe, il faut la connaître. Et puis, il faut savoir aussi ce que nous savons instinctivement, surtout après les horreurs que nous avons vécues, que l'être humain est capable du meilleur et du pire. Et l'humanité peut créer des saints, des êtres voués au don d'autrui, à l'amour d'autrui,
mais peut créer des monstres et des bourreaux. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'idée que Homo, c'est seulement Homo sapiens. Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme de raison, c'est aussi Homo démens, l'homme du délire, et que le délire, c'est pas seulement chez les fous qu'on enferme. À la moindre de nos colères, nous sommes fous. À la moindre de nos passions non contrôlées par la raison, nous sommes déments. Donc, comprendre, et aussi comprendre qu'on dit homo faber, et en effet, ce qui caractérise l'homme, c'est cette capacité technique extraordinaire qui aujourd'hui fabrique des avions, des missiles, des Spoutniks, des choses extraordinaires, de l'intelligence artificielle. Mais le même homme fabrique des mythes, des croyances, des religions, et ces deux choses sont absolument deux pôles de la même réalité. Si nous ne comprenons pas que dans l'humain, il y a les possibilités les plus riches et les meilleures, et les possibilités les plus pires, les plus dégradantes, nous ne pourrons jamais faire enseigner et améliorer les relations entre les humains. Donc, vous voyez que ces problèmes ignorés dans la plupart des enseignements doivent, à mon avis, et nous l'avons pensé avec Jacques Lang à ce moment-là, être introduits dans les programmes. Ce serait déjà des débuts de réformes en attendant de penser mieux. Mais je veux conclure en ajoutant que quand nous faisons, c'est par exemple sur l'humain, que nous voyons que l'être humain est un être culturel, est un être psychologique, est un être spirituel. Mais nous savons en même temps que c'est un être biologique, que nous sommes des animaux, des primates, des mammifères, des vertébrés. Et pas seulement des êtres biologiques, des êtres physiques. Nous sommes faits de molécules, nous sommes des machines physiques, nous sommes des enfants nés de cet univers, il y a peut-être quelques milliards d'années à partir des premières polypes. À ce moment-là, nous voyons aussi bien ce qui nous relie à l'univers, ce qui nous relie à la vie, ce que les vieilles civilisations, comme dans les Andes, avaient appelé la Pachamama, la terre-mère, cette nature maternelle. Nous voyons ce qui nous relie et nous voyons ce qui nous sépare par l'intelligence et par la conscience proprement humaine. Donc, c'est très important d'avoir... Et une fois que vous comprenez cela, vous comprenez que par ce moyen, vous faites une liaison entre deux cultures qui se sont séparées et qui se sont appauvries dans leur séparation, c'est-à-dire la culture scientifique et la culture des humanités. Parce qu'aujourd'hui, la culture des humanités est une culture vitalement nécessaire, parce que c'est une culture qui est fondée pas seulement sur la philosophie, sur la littérature, sur la poésie, c'est-à-dire et sur la réflexion, sur la méditation, sur ce que nous sommes. Par contre, la culture scientifique nous apporte des éléments absolument précieux pour cette culture des humanités. C'est grâce aux sciences que nous savons ce que c'est que l'univers aujourd'hui. C'est grâce aux sciences que nous connaissons l'évolution biologique. C'est grâce aux sciences que nous savons que l'humanité s'est créée il y a 7 millions d'années dans le Tchad africain. Donc, si vous voulez, l'introduction des connaissances scientifiques dans la culture des humanités et de la réflexion des humanités et de la richesse humaine des humanités à la culture scientifique est un besoin. Et si vous créez ces problèmes, vous créez les conditions nécessaires aujourd'hui de régénérer la culture, car une culture coupée en deux cesse d'être la culture. Je vais terminer par un dernier mot qui est le principe de tout enseignement qu'on n'enseigne pas dans les manuels, mais fort heureusement, un très vieux philosophe, Platon avait dit, pour enseigner, il faut de l'éros. L'éros, ça veut dire de l'amour. Il faut avoir de l'amour pour la connaissance. Il faut avoir de l'amour pour les élèves. Il faut avoir des amours pour l'humanité. Il faut aimer. C'est la condition première. Sinon, on est quelqu'un, simplement, un fonctionnaire qui débite de la connaissance. Nous avons besoin, tous,
de retrouver cet élan, cet amour, parce que s'il y a une mission grandiose pour lui, dans toutes les sociétés, une mission plus grandiose encore que je dirais que la médecine, c'est l'enseignement. Parce que l'ambition, l'enseignement est de prendre des êtres, des jeunes êtres humains, et d'essayer de pouvoir les aider à ce qu'ils développent le meilleur d'eux-mêmes, à ce qu'ils aient la vie la moins triste, la moins incompréhensive, la moins mutilée possible. C'est d'aider, c'est de former, de favoriser le meilleur de l'humanité. Et ça, c'est possible aussi grâce à l'éros platonicien. Je vous remercie, monsieur.